office. Et ça me met les nerfs, en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'après, bon, bah, dans cette situation-là, j'ai pas forcément toujours la lucidité de... Bon, bref, c'est... Oui, et puis en plus, tu pouvais pas trop t'expliquer parce que à chaque fois, tu arrives sur un argument, on te repose une question, on te dit que tu peux plus parler de l'autre, maintenant tu dois parler de ça. Enfin bref, ça c'était vraiment une ambiance à la base, surtout qu'il n'y avait pas de débat du tout prévu. Hein. À la base, c'était juste réagir, parler, échanger. Et c'est devenu, c'était même pas un débat, c'est de la cacophonie, parce qu'un débat, un vrai débat organisé, c'est un temps de parole à peu près équitable, avec un mec qui gère un peu le débat qui est à peu près juste. Bah, c'était loin d'être le cas. Bref. Oui. Donc voilà, c'était vraiment, c'était plus qu'une cacophonie qu'autre chose. Mais bon, bref, peu importe. C'est pas. Bon, revenons à notre sujet de la Vichy, c'est plus intéressant. Juste, je laisse Bébert répondre et on va lire l'article, il n'y a pas de souci. Non, tout a été dit, hein. Tu peux enchaîner. Hein. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Si tu as des conseils pour les prochaines fois, vas-y. Non, mais moi, j'ai pas de conseils. Tu as vu, moi, juste les conseils, c'est que, voilà, moi, je vais jamais sur Twitter. Je vais jamais sur certains lives. Ça sert à rien. Les gens qui veulent, après, qui prétendent que je suis planqué, je suis pas planqué. Je fais des space Twitter et je fais des lives YouTube. Donc, ceux qui veulent me confronter, ils peuvent même me DM et me proposer une confrontation. Tu vois, même cette critique-là, non, mais même cette critique qui a été faite, bon, après, là, on va encore digresser, mais cette volonté de toujours décrédibiliser celui qui, entre guillemets, n'aurait pas le courage de mettre son visage. Mais c'est quoi ça? C'est de la merde, ça. C'est facile aussi moi, je peux mettre ma tronche et me filmer en étant à l'autre bout de la planète. Hein. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Oui, non, mais c'est une bataille, bref, c'est pas le sujet. Après, bataille d'ego, mais on s'en fout, en fait, on s'en fout. T'inquiète. On a des allez, je précise juste une chose, c'est que moi, les gens qui ont quelque chose à me reprocher, ils me contactent en DM, n'importe quoi, et puis on s'organise un space Twitter ou un live YouTube, mais j'irai jamais dans certains lives TikTok ou autres. Voilà, c'est simple. Voilà. D'accord, j'irai plus non plus. Je suis prêt à débattre, il n'y a pas de problème. Voilà. Et William, c'est juste d'un point de vue personnel. Je vais prendre l'exemple de ce qu'a fait Bébert et je vais également, moi aussi, davantage être rigoureux sur les lives que je choisis. Voilà. Et d'un point de vue personnel, vraiment, je te conseille, vraiment, sincèrement, fais attention à toi, à ta santé, etc. Mais tu sais, une accumulation de stress, ça peut vraiment amener à des problèmes de santé sur le long terme. Donc, aller dans des débats comme ça, où on te rappelle, on t'insulte. Je parle pas de personnes précises. Tu peux enchaîner des débats avec des différentes personnes qui peuvent te mettre dans cet état. C'est mauvais même pour toi-même. Donc, je te conseille aussi d'apprendre des fois à prendre un peu de recul et pour mieux revenir par la suite. Voilà, enchaîne pas trop d'un seul coup. Parce que voilà, t'as enchaîné plusieurs heures d'affilée, c'était un peu trop quand même. Fais attention à toi. C'est quasi la première fois que je me suis jamais couché à cette heure-là pour des débats. Là, c'était la première fois, mais ça m'avait mis les nerfs un peu. Donc. Enfin, bref, merci à vous pour le conseil et je les prends avec. Il n'y a pas de souci. Vas-y, alors on y va. L'avis marginal. Je veux que je lise vas-y. Après, voilà. Donc, précision pour certains islamo-critiques, qu'ils soient apostats ou non, qui évoquent la vie chère sans avoir étudié le sujet, effectivement. Quand vous abordez donc ce point du droit dans vos débats, assurez-vous de connaître les tenants aboutissants de la thématique, car vous ne pouvez pas dire cet avis s'oppose à celui retenu dans les 4 écoles, donc c'est un avis marginal cher qui est rejeté. En affirmant cela, vous dites que ce n'est ce qui est convenable ou ce qui est trop apprécié. Voilà. On va donner l'exemple, parce que c'est mieux d'illustrer ce que tu dis par l'exemple du mariage des fillettes. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas dire que l'avis d'Ibn Uthaymin sur le mariage des fillettes est marginal, et donc à rejeter au prétexte qui s'oppose à l'avis majoritaire, très majoritaire. Déjà, Ibn Uthaymin s'appuie sur la position des gens parmi les salafs, qui ont soutenu que le mariage de fillettes impubères n'était pas permis comme Ibn Shubrama. Et si cet avis était cher, ou son avis à rejeter, pour Ibn Uthaymin, il ne l'aurait pas pris en compte. Mais ici, on est dans cette posture, vous affirmez qu'un avis cher est forcément un avis à rejeter, ce n'est pas le cas. Vas-y, je t'en prie, tu veux commenter par rapport à ça, développer par rapport à ça? Oui, d'ailleurs, Ibn Shubrama, il le dit lui-même, hein, c'est Ibn Hazm dans El-Muhalla qui rapporte, entre autres, son avis, et il dit bien, Ibn Shubrama dit « La yajouz ». Ce n'est pas permis. C'est clair. Ah, ça c'est clair, c'est la catégorie. La yajouz, ce n'est pas permis qu'un père marie sa fille impubère, tant qu'elle n'a pas atteint la puberté, et sans avoir obtenu d'elle son accord.
Voilà, il est clair. Et Moshe Brahma, c'est pas le boucher du coin. D'ailleurs, si on prend, et lui c'est un sunnite pour le coup, et si on prend même l'avis au-delà du sunnisme, Assam avait la même position, par exemple. Oui, tout à fait. Non, mais... Et Ibn al-Uthaymin, qui est loin d'être un shir contemporain que les gens ont délaissé, c'était celui qui avait peut-être la plus grosse audience, qui avait la plus grande force de frappe avant qu'il ne décède, et même encore aujourd'hui, il est très 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 souvent cité. Bah, lui, il avait adopté cette position-là. Il s'était appuyé sur l'avis d'Ibn Shubra pour dire que pour lui, marier des petites filles, ça n'a absolument aucun intérêt. Ni pour elle, ni pour le mari, ni pour rien, elle comprend rien, elle peut pas exprimer son accord. Donc lui, il s'était appuyé sur ça. Et pour le coup, on peut pas dire que ce soit n'importe qui non plus. Voilà. Il y a Ibn Shubruma, il y a Abu Bakr al-Assam, donc c'est Mu'tazile. Il y a Uthman al-Batti aussi, voilà, qui a donné son avis. Voilà. Et donc, en gros, l'idée ici, c'est de dire, sur ce petit paragraphe, l'avis Shadh, c'est à minima un avis qui est isolé, enfin en tout cas qui est très minoritaire, ou qui est minoritaire, même parfois, pas forcément très minoritaire. On peut prendre le cas du mariage, du divorce, pardon, du talaq par la prononciation de la répudiation par 3 fois et ses conséquences. Oui. Il y a eu beaucoup de divergences. On a qualifié l'avis de Ibn Taymiyyah de Shadh, alors qu'en réalité, comme le dit, comment on dit, c'est Tahir ibn Ashur, dans son tafsir, il dit c'était la position de Ali ibn Abi Talib, d'Ibn Mas'ud, de Abdurrahman ibn Auf, de Zubayr, de Mohammed ibn Ishaq. C'est toute une liste. Vraiment, ils sont des dizaines à avoir eu cet avis. Et pourtant, on l'a qualifié de Shadh. Donc, un avis Shadh, c'est pas un avis forcément où il y a eu un seul pèlerin dans la planète qui l'a dit. Déjà, c'est un moujtahid qui parle. Et puis, ça ne signifie pas. Donc, avis à rejeter, à foutre à la poubelle, on s'en fout. Exact. Et on va expliquer ça par la suite. Donc, affirmer cela, c'est ignorer l'essence de ce qu'on appelle un avis Shadh. Pour vulgariser, l'avis Shadh peut avoir 2 sens. Premier sens, soit ce terme désigne ce qui est différent du mashru', c'est-à-dire de l'avis ayant le plus de partisans, comme l'explique Al-Hilali dans Nur al-Basar, sachant qu'il faut ici distinguer l'avis mashru' plutôt, célèbre par le nombre de partisans. Donc, imaginons, donc, dans l'école, je sais pas, il y a 20 000 personnes. Si l'avis est mashhur, donc il est répandu, il est propagé, pas parmi parmi les 20 000, il y a 18 000 personnes qui adhèrent, oui, c'est carrément l'avis qui fait le plus d'adhérents. Mais c'est pas forcément l'avis qui est comme le plus vrai. Le plus fort, le plus fort d'un point de vue des preuves et tout. Alors, juste pour illustrer ce petit point très vite, mais alors pas avec un avis, juste pour illustrer ça avec un propos un peu que tout le monde connaît. Si on dit quel âge avait Aïcha quand elle a épousé le prophète. Le prophète avait 25 ans, et ce que tu vas très souvent lire et entendre, c'est Aïcha avait 40 ans. Sauf que... Khadija, tu veux dire. Khadija, pardon, excuse-moi. Le prophète avait 25 ans et Khadija avait 40 ans. Tout le monde a déjà entendu cette histoire. Ça, c'est l'avis. C'est juste pour illustrer l'idée. Hein. C'est pas pour donner un exemple précis de divergence entre les savants, c'est juste pour illustrer l'idée pour les gens. Si vous cherchez âge de Khadija quand elle s'est mariée avec le prophète, vous allez tomber sur tout un tas d'articles ou de même de livres ou que sais-je où on dit le prophète avait 25 et elle 40. Ça, c'est pas. Ça, on pourrait dire, par exemple, pour un peu comparer, ça, c'est l'avis mashhour. C'est l'avis célèbre, répandu, que tu retrouves le plus. Mais est-ce que pour autant, c'est l'avis le plus fort? Non. L'avis le plus fort, c'est celui qui dit que Khadija avait 28 ans et non pas 25. Et donc, ici, c'est juste pour illustrer l'idée, je le répète, tu peux très bien avoir des avis qui sont répandus dans une école. Alors évidemment, un avis répandu dans une école est censé être à minima quand même déjà fondé. C'est pour ça que ici, comparaison n'est pas raison, mais c'était pour illustrer. Oui, alors que il peut être le plus répandu dans une école, mais pas forcément celui qui a la force argumentative la plus importante. Des fois, l'avis qui a la force argumentative la plus importante n'est pas forcément l'avis le plus répandu, parce qu'un avis a pu être plus répandu qu'un autre pour divers facteurs, autre que sa force argumentative. Voilà, par exemple, son utilité à un moment donné. Exactement. Dans l'histoire, on a l'intérêt. Exactement, voilà, par exemple. Et donc après, il s'est répandu comme étant un avis, voilà. Hein, alors qu'en vérité, quand tu commences à farfouiller, à étudier, bon, bah, c'est pas forcément celui-ci qui est le plus pertinent ou le plus fort. Donc un avis chèvre,
La définition. Bah, vas-y, continue. L'avis chaise, c'est pas forcément l'avis le plus faible au niveau argumentatif. Mais vas-y. Voilà. Et du coup, on introduit la notion de l'avis rajih. Donc, ça c'est l'avis prépondérant au sein d'une école, par exemple. Prépondérant car on l'argument le plus fort. Ainsi, l'avis, donc, mashhour, donc c'est l'aide, voilà, n'est pas forcément l'avis rajih. Et le rajih prévaut sur le mashhour. Ah, bah oui, forcément. Là, d'un point de vue de la force argumentative et voilà, de la vérité juridique, la force juridique, oui, c'est sûr que le rajih prévaut sur le mashhour. Donc, dans chaque je précise juste que quand les savants disent, quand tu as deux avis, un mashhour et un rajih, dans le cas où le mashhour n'est pas le rajih, l'avis célèbre n'est pas toujours l'avis prépondérant. Quand tu es face à un avis célèbre et un avis qui est considéré comme prépondérant dans la force argumentative, lequel a le dessus sur l'autre, bah, ils te disent c'est pas celui qui a le plus de partisans. Exactement. Exactement. Donc ici, tu peux te retrouver avec un avis chaise qui finalement prévaut sur le plan argumentatif par rapport à un avis célèbre. Exact. Donc, dans les débats, si par exemple c'est Ibn Uthaymin, dans l'âge des enfants, qui se retrouve à défendre l'avis, certes cher, mais qui est rajih, sur le cas par exemple de l'âge des enfants, bah, il aurait raison du coup. Et on aurait raison de dire que c'est juste parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui soutiennent qu'il faut les marier, etc., qu'on peut les marier plutôt à bas âge, qu'ils auraient forcément raison parce qu'ils sont nombreux. C'est pas comme ça que ça marche en termes de juridique. Et donc lui, après, il y a une subjectivité aussi, parce que lui, il fait son analyse personnelle, mais s'il arrive à argumenter avec les textes, le Coran, la Sunna, les usul, etc., avec ses propres et carrés, bah, tu vas pas lui dire « Ouais, ton avis, il est bidon, on le rejette ». Non. Ton avis, il n'est certes pas le plus répandu. Et d'ailleurs, ce qui peut être, ben ça, je pense que je le dis, peut-être je le dis par la suite, oui. Ce qui peut être chaise un temps, peut, à une autre époque, devenir l'avis prépondérant, l'avis majoritaire. Exactement. Je pense que je vais l'aborder. Donc, dans chaque école, il existe une opinion. Voilà, ça c'est intéressant, c'est à dire pour les gens qui connaissent pas. Dans une école, par exemple les Malikites, que je connais bien, on va dire il y a un avis, le mu'tamad de l'école. C'est-à-dire que c'est l'avis retenu par l'école à un moment donné. Voilà. Par rapport à une autre opinion. Voilà. Quel que soit le sujet, on va dire le mu'tamad de l'école, sur quoi on s'appuie, ça vient de l'arabe, le mu'tamad, i'timad, qu'est-ce qu'on va retenir, qu'est-ce qu'on va garder, sur quoi on va s'appuyer pour ce cas-là, cette position-là, ce thème, cette thématique-là, c'est l'opinion approuvée. Voilà, qu'on va garder. Donc les ulama de l'école appellent cela un avis isolé, chef. Dans leur terminologie, sa description ne signifie pas nécessairement un rejet complet. Au contraire, les ulama ont permis d'agir et de donner une fatwa selon cet avis chef lorsque cela est nécessaire. Exactement. L'avis chef, il peut servir quand c'est nécessaire et devenir même un mu'tamad. Donc, soit ce terme désigne l'avis qui est sans fondement, voilà, c'est-à-dire qu'il contredit le Coran, la Sunna, le consensus explicite ou une analogie claire, dérange en règle générale de la charia, ou ne se base pas sur des preuves fiables. Il n'est pas permis d'agir selon cet avis en cas de violation claire des fondements et des règles du fiqh islamique. D'ailleurs, les ulama peuvent diverger sur le statut de chaise, donc marginal isolé de certains avis. Donc, et là, tu donnes un résumé. On peut résumer ce point en prenant ce que le dictionnaire de la terminologie des fuqaha juristes explique. Ouais, j'ai appris fuqaha, je ne vais pas comprendre l'arabe, donc on traduit. Le chef est ce qui déroge à la règle, l'analogie à l'énoncé général. Et le chef est aussi l'avis dont l'auteur est en désaccord avec les avis d'autres jurys. Donc il faut distinguer de quoi on parle par chef. Ça, là, on parle de la source ici, c'est donc le Morjam Lughat al-Fuqaha, donc le dictionnaire en gros, des terminologies des juristes musulmans. Et là, on te rapporte les deux sens de chaise. Le premier, c'est celui qui n'est pas fondé sur le Coran, la Sunna, bref, qui déroge aux règles de fiqh en général, aux principes du qiyas, au texte, bref. Celui-ci, bah, il se base sur rien, en gros, de fiable, etc. Donc, on le rejette. Et tu as l'autre aussi avis de chaise, qui est simplement l'avis qui diverge de celui de la majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fondé. Donc un avis chaise n'est pas forcément un avis sans fondement, et ce qui est chaise un temps peut être mashhour un autre. Et d'ailleurs, tu vas nous expliquer qui décrète qu'un avis est. Ça, c'est un terme. Alors ça, je pense que c'était aussi un point fondamental dans le sujet, parce que
ceux qui utilisent cette terminologie-là disent ah oui, non, mais ça, cet avis-là, dans le débat, par exemple, cet avis-là, non, mais cet avis-là, il est chèvre. Donc, on n'en tient pas compte, on s'en fout. Non, déjà, dire cet avis est chèvre, c'est pas à toi de le déterminer. Si tu es honnête intellectuellement, ça marche pas comme ça dans le sunnisme. C'est pas tel ou tel, encore moins un non-musulman, mais quand bien même tu serais musulman, c'est pas au musulman lambda de déterminer si un avis est chèvre ou pas. Ce sont les savants qui disent est-ce que cet avis est chèvre ou pas. Parce que déterminer qu'un avis est chèvre, ça implique que tu sois en mesure de que tu sois en mesure de savoir déjà de connaître l'authenticité du propos en question ou de l'avis en question, de connaître les arguments qui ont été utilisés pour en arriver à cette conclusion, donc de savoir distinguer le faible le fiable du faible, de ce qui n'est pas fiable ou authentique, de connaître les différents types de preuves qui peuvent être utilisées, de connaître aussi la langue arabe, de connaître les usul al-fiqh ou les fondements sur lesquels le savant qui a donné cet avis s'est appuyé. Bref, ça nécessite quand même une certaine spécificité. C'est pas toi, du haut de je ne sais quoi, qui dit ça c'est chaise. Quand tu dis ça, tu prétends que c'est chaise uniquement parce que l'avis, il n'est pas majoritaire ou qui s'oppose à la majorité. Mais quand tu dis ça, et que tu en fais la conclusion de ah bah donc on n'en tient pas compte, là tu es dans un propos fallacieux. Un avis qui s'oppose à la majorité n'est pas forcément un avis qui est à rejeter ou qui est infondé, etc. Et d'ailleurs, le fait qu'il s'oppose à la majorité ne fait pas de lui tout de suite chèvre. C'est pas à toi de qualifier l'avis de chèvre. Est-ce que les savants ont dit il est chèvre? Et s'ils ont dit il est chèvre, dans quel sens est-ce qu'ils l'ont dit? Parce qu'Ibn al-Uthaymin, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas le dernier des bourricots en matière de sciences islamiques. Il connaît quand même son sujet, le type. En plus, dans les usul al-fiqh, c'était son domaine. Donc, il sait très bien ce que c'est qu'un avis chèvre d'Ibn al-Uthaymin. Il le sait. Quand il prend l'avis d'Ibn Shubruma, il n'est pas bête. Il le fait parce qu'il sait très bien qu'ici, quand bien même l'avis serait chèvre, ce n'est pas au sens d'un avis complètement infondé qui ne se base sur rien, sur aucun texte, sur aucun asl, sur aucun fondement du droit islamique, mais je le prends quand même pour faire plaisir. Il le fait parce qu'il sait que c'est un avis qui est malgré tout fondé, argumenté. Et lui-même, d'ailleurs, il va l'expliquer, il va l'argumenter, l'adopter. Juste un truc, c'est que parmi les gens qui nous écoutent, et j'en fais partie d'ailleurs, moi je pensais chaise, tu vois, bref. Vous parlez de termes en arabe, et ce serait bien de temps en temps de temps en temps les expliquer pour les gens qui nous écoutent. Tu as raison, peut-être le répéter, mais au tout début, on a précisé que l'avis chaise, ce qu'on appelle un avis chaise, c'est un terme arabe, on peut le traduire par avis marginal ou avis isolé ou avis minoritaire ou très minoritaire. Enfin bref, d'ailleurs, donc cette qualification d'avis qui serait isolé par rapport à une majorité ou qui serait minoritaire par rapport à une majorité, on va lui donner le qualificatif de chaise, c'est-à-dire isolé, marginal, enfin bref, ça dépend des situations. Et donc c'est de ça dont on parle, à savoir que cet avis-là, le fait qu'il soit isolé ou qu'il soit minoritaire, déjà, c'est pas un truc qui est figé dans le temps. Il n'est pas ad vitam aeternam forcément isolé ou minoritaire. Il peut devenir majoritaire. Et de la même manière, c'est pas parce qu'il est minoritaire qu'il est forcément à rejeter ou ni même qu'il est forcément moins fort au niveau argumentatif que celui qui est répandu. Un avis répandu n'est pas forcément plus... Voilà. N'est pas plus vrai. En fait, c'est un statut relatif, c'est tout. C'est relatif. Si l'avis, comme tu as dit, est adopté par un grand nombre de gens, il va adopter un autre statut. Il va te qualifier de mashkour, par exemple. Aujourd'hui, si on est honnête, aujourd'hui, je suis pas sûr. Si tu interroges pas mal de théologiens sunnites sur ce sujet précis, je suis pas sûr que dans notre époque actuelle ou quoi qu'est-ce, qu'ils continuent à majoritairement ou très majoritairement à adopter l'avis que c'est permis, allez-y, à 3 ans, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas du tout. Enfin, bref. Après, il y a d'autres facteurs aussi, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a aussi les pressions internationales, il y a aussi tout un tas d'autres facteurs. Mais dire que... voilà, par exemple, voilà. Mais dire qu'on ne pourrait pas, à partir du droit islamique, arriver à cette conclusion-là, déjà, c'est pas correct. Et dire que ça n'a pas existé, que tout le monde était d'accord, qu'il y a un consensus, etc., ça aussi, c'est incorrect.
C'est correct, voilà. Et tout Ouais, à fait. Du coup, la notion de mu'tamad est très importante parce que l'avis retenu par l'école peut être un avis chef. Donc, au oui, final, tout à l'avis fait. chef isolé peut devenir l'avis retenu, contrairement à celui qui était anciennement retenu et qui était mashhour, et inverser la tendance, inverser la vapeur et arranger quelque part les choses pour ceux qui voudraient être dans la réforme. Il y a des choses d'un point de vue jurisprudentiel qui sont possibles. Voilà. Je vous le dis, tout n'est pas figé. Il faut arrêter de croire que tout est figé. Voilà. Il y a des choses qui sont figées. Ça relève de la charia dans le sens de la révélation divine. Mais le reste de la jurisprudence, le reste du FR est très, très, très flexible. Je suis désolé, mais quand on étudie l'histoire de la jurisprudence islamique, il y a eu beaucoup, beaucoup de réarrangements, beaucoup, beaucoup de réformes. Faut être honnête. Alors, donc, qui décrète qu'un avis est chef? Vas-y, ouais. Ouais, un autre élément, donc important de savoir qui décrète un échec, car j'entends souvent, si tu veux lire, vas-y, vas-y, tu peux Non, lire. vas-y, je t'en prie, comme tu veux. Ok, car j'entends souvent chez ceux qui utilisent cette terminologie, tel ou tel avis est chef, et donc à rejeter, car il s'oppose au jumhur, l'avis majoritaire. C'est aussi cette notion de jumhur, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Voilà. Le jumhur, ce qui correspond à la majorité, à l'assemblée. Voilà, ça vient vraiment de la notion d'assemblée étymologiquement. Et donc, ça renvoie dans le contexte de la jurisprudence à l'avis majoritaire. Or, quelle que soit la signification du mot chef, il n'est pas correct pour une personne non spécialiste de juger une déclaration de ulama comme chef. C'est une personne qualifiée de le faire, car cela nécessite de connaître les propos précis, leurs preuves, leur impact, comment faire prévaloir l'une sur l'autre, en plus d'être en mesure d'attribuer avec exactitude les propos à son auteur. En résumé, si on veut critiquer l'islam suite honnêtement, ce n'est pas à nous de décréter que tel avis est chef, donc à rejeter. Nous devons rechercher ce que disent les ulama suite sur l'avis en question et le rapporter. Donc, effectivement. Donc, si suivre l'avis majoritaire en islam était une obligation et qu'on divergeait était automatiquement caduque à rejeter, les premiers qui n'auraient pas divergé du jumhur seraient les ulama eux-mêmes, effectivement. Or, ce n'est pas le cas, comme l'a dit Ibn Hazm dans Al-Muhalla. Donc, entre guillemets, si l'on prend comme argument cette parole, ceci est l'avis du jumhur, la majorité, nous rétorquons alors la chose suivante. Sur combien de sujets avez-vous divergé d'avec le jumhur? Oui, parfaitement. Et vous êtes venu avec des avis que personne avant vous n'avait prononcés, si ce n'est ceux que vous imitez aveuglément dans votre religion. Voilà. Donc là, Ibn Hazm qui est un sunnite. Hein. Et tout à fait. Jusqu'à maintenant, on prend l'avis d'Ibn Hazm dans les fatwas sunnites. Voilà. Et après, il donne des exemples. Il dit, vous venez avec l'argument de c'est l'avis de la majorité, donc sous-entendu, voilà, tout le monde doit se taire, alors que vous-même, vous ne suivez pas l'avis majoritaire, et chez des savants chez les oulémas que vous mettez en avant, en exergue, eux-mêmes ont, dans d'innombrables sujets, divergé de l'avis majoritaire. Ensuite, il donne des exemples, il dit, voici, je te laisse terminer si tu veux. Oui, voici donc Shafi'i, voilà, quand même l'un des cas. L'imam Shafi'i qui a divergé avec la majorité de ulama en ce qui concerne l'annulation de la prière si l'on délaisse les salutations sur le messager d'Allah, paix sur lui, dans le dernier tashahhud. Bon, là, pour ceux qui connaissent, ça, c'est une petite prière aux récitations qu'on récite dans la prière à la fin de certaines unités de prière, on va dire, voilà. Et en gros, Al-Shafi'i, donc l'imam qui a fondé l'école Shafi'i, dit a divergé ici de la majorité des savants sur le statut de est-ce que la prière elle est valable ou pas. Voilà. Par exemple. Et il dit encore, vas-y, ouais. Ouais, mais également à propos de la question relative au fait de fixer à deux rôles-là le statut d'impureté de l'eau si elle est altérée par une souillure. Donc une rola, c'est un terme qui désigne une unité de volume d'eau. Ça représente environ 150, 160 litres. Donc Al-Shafi'i, lui, disait que si une impureté tombe dans une quantité d'eau comme celle-ci, donc 2 rolas, ça veut dire en gros 300 litres, quoi, en gros, alors, l'eau en question ne prend pas la qualité de l'impureté. C'est-à-dire qu'elle ne devient pas impure pour autant. Parce qu'en gros, le volume d'eau est si important que le fait une goutte d'urine tombe un petit peu d'urine tombe dans un volume d'eau très important, ce n'est pas suffisant pour faire en sorte que l'eau devienne, elle, également impropre pour faire les ablutions. Alors que l'avis du jumhur, l'avis de la majorité, c'était que
il ne fixait pas de limite, tant que l'eau conserve ses caractéristiques. Donc ici, Echeverry n'a pas à diverger de l'avis majoritaire sur ce sujet-là. Et il dit également, donc, et il a divergé dans plus d'une centaine d'autres sujets. Une centaine. Voilà, et voilà encore Abu Hanifa qui a divergé avec la majorité concernant la zakat sur les bovins, etc. Voilà. Mais c'est passionnant les sujets de divergence. Moi, quand j'ai vu le live, là, Amir avec Tariq Ramadan, je me suis dit, franchement, on sent quand même que la personne, elle n'a pas. C'est pas le mec lambda, c'est pas l'étudiant lambda quand même de jurisprudence. Parce que la plupart des gens, effectivement, ils font quoi? Ils font le cursus habituel, ils vont étudier les consensus. Ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qui va unir les quatre écoles. Alors que des gens un peu plus curieux, eux, vont s'intéresser justement aux divergences. Qu'est-ce qu'il y a fait, quel sujet, quelle thématique? Après que les savants divergent dans le fait. Bon, personnellement, j'aurais été intéressé plus par les divergences que par les consensus. Voilà. Et juste pour la pureté de l'eau, comme tu as dit par rapport aux propriétés de l'eau, on va considérer 3 caractéristiques. Ouais, maintenant ça me vient en tête. C'est l'odeur, c'est aussi la couleur, voilà. Et la 3e caractéristique, je pense, c'est le goût. Enfin, qui vont rajouter même le goût. Voilà. Donc ça finit le trade. Voilà, donc on fait un petit récapitulatif. Et juste, je vais voir les commentaires parce que j'ai vraiment pas zappé les commentaires en ce moment. Mais le récapitulatif, tu veux le faire, vas-y, William. Récapitulatif de tout ça. Qu'est-ce qu'on doit retenir au final avec tous ces termes compliqués, etc. Bah, justement, si vous avez trouvé ça compliqué, ne rentrez jamais dedans. C'est un labyrinthe, c'est pour maîtriser vraiment ça. Et moi, je prétends pas du tout à la maîtrise ou quoi que ce soit, mais pour vraiment maîtriser ou avoir une connaissance bien solide, il faut quand même passer un peu de temps. Et honnêtement, comme c'est pas du tout utile pour la critique de l'islam sunnite et de son idéologie sur tout un tas d'aspects, honnêtement, ne pas rentrer dedans, se contenter de discours, d'accès de manière intelligente déjà le discours et la critique que l'on veut faire, en utilisant des sujets, des thématiques que l'on connaît, que l'on sait qu'on va pouvoir aborder sans trop de difficultés. Bref, ça faut être intelligent dans la manière d'axer son discours. Et voilà, donc ça, je pense que c'est pour une très grande majorité de gens qui, je pense, ne vont pas s'embêter avec tout ça. Mais par contre, pour ceux qui utilisent ou qui veulent utiliser un peu cette terminologie-là ou axer des fois le débat sur ces choses-là parce qu'ils voient d'autres le faire et il y en a qui le font. Bon, on en a cité quelques-uns, donc il y en a qui le sont, qui parlent des usul, l'islam repose sur 4, la vichette, le ijma', le ceci, le cela, non, tel savant, il a rapporté le consensus. Quand tu rentres dans ça, comme tu l'as dit tout à l'heure de manière très juste, il faut l'assumer. Et si par contre vous voulez rentrer dans ça, pourquoi pas même moi qui suis, ou toi ou d'autres qui sont un peu plus versés dans ça, même nous on évite parce que franchement, c'est pas fondamental, c'est pas très utile. Et puis, bref. Mais si vous voulez rentrer dans ça, pourquoi pas? Il y a des choses aussi à dire qui sont très intéressantes, qui sont pertinentes, etc. Eh ben, juste, voilà, soyez conscients de ces subtilités-là quand même, soyez conscients parce qu'à force de vouloir caricaturer, on en vient à dénaturer. Et quand on dénature, on sort de l'honnêteté. Et si on sort de l'honnêteté, je pense qu'on nuit à la cause. Et nuire à la cause, je pense que c'est évidemment pas une bonne chose. Et quelle que soit l'idéologie d'ailleurs, quelle qu'elle soit, même si c'est dans un aspect politique ou dans un aspect autre, essayez toujours, à mon sens, en tout cas moi j'essaye de mettre un point d'honneur autant que faire se peut à être fidèle à cette ligne, c'est-à-dire si j'ai besoin de mentir, de caricaturer au point de dénaturer pour critiquer, c'est qu'il y a un problème. Normalement, ce qui est critiquable, ce qui est condamnable, n'a pas besoin d'être déformé, dénaturé ou autre pour être dénoncé. Si j'ai besoin de ça pour critiquer et dénoncer, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci par rapport à moi, mon discours, mon positionnement. Voilà. Voilà. Comment je pourrais le résumer? Je dirais, j'utiliserais ce résumé-là. C'est très bien. Tu as très bien résumé les choses. Moi, je voudrais juste apporter une petite précision que j'étais en train de dire par hasard, justement, en m'intéressant au fait
malikite les notions terminologiques. Et donc ici, un petit rappel de la terminologie pour désigner la valeur d'un avis juridique. Voilà, pour l'école malikite. Donc, ça, ce qu'on appelle al-qawl al-muttafaq. Donc, il s'agit de l'avis juridique qui fait unanimité entre les savants malikites référents. Voilà. Ce qu'on appelle littéralement accord ou consensus. Donc là, c'est au sein d'une école. Là, c'est pertinent. Par exemple, imaginez que vous avez un maliki devant vous. Vous voulez vraiment attaquer la personne sur son école. Ce qu'elle est censée défendre, connaître, adhérer à 100%. Voilà. Donc déjà, il faut connaître un minimum de terminologie, notamment la notion sur laquelle il y a l'ittifaq, il y a l'accord, il y a le consensus entre les savants. Aussi, référent. Voilà, référent. Référent, c'est même pas tous les savants, non mais c'est important, hein. C'est même pas tous les savants malikites. C'est les savants qui sont considérés dans l'ijtihad ou dans le tarjih, etc. C'est eux qui sont pris en compte. Exactement, exactement. Ensuite, tu as le qawl al-mashhour. On en a parlé dans la notion de mashhour. Donc, ça veut dire, c'est littéralement qui veut dire ce qui est populaire, ce qui est célèbre. C'est l'avis prépondérant ou dominant. Il s'agit aussi de la transmission d'Ibn al-Qasim à travers la Mudawana. Il est dit al-Raji', donc le plus probant. Ou encore al-Mu'tamad, l'avis suivi de référence. C'est ça que c'est intéressant. C'est vrai que des fois, ces terminologies-là, des fois, elles peuvent s'entremêler. Il y a des petites distinctions des fois entre l'une ou l'autre, mais elles peuvent s'entremêler pour être quasiment des synonymes. Bref. Parce que dans l'école malikite, on va en général propager ce qui est le plus prépondérant. Exactement. Pour que ça se propage, pour que ça soit fort. On ne peut pas propager quelque chose de faible d'un point de vue argumentatif. Tout à fait. On va dire que c'est probant, ça doit être fortement. Voilà, le rajir, c'est le plus probant, c'est-à-dire que c'est celui qui a la force de probante, donc pour démontrer, pour prouver la plus importante. Donc, en gros, c'est celui qui a la plus haute probabilité d'être vrai, si on parle mathématiquement en parlant. Voilà. Et le Mu'tamad, c'est l'avis suivi de référence, comme on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment sur quoi on va s'appuyer. C'est l'avis qui a été retenu. Voilà. La logique voudrait que normalement, l'avis de référence soit le plus probant et donc devienne le plus populaire. Mais c'est la logique des malikites, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ensuite. Alors, al-qawl al-musawi li muqabilih. Ok, donc lorsque deux avis d'autorité malikite se valent en termes de probité, nous disons musawi li muqabilih. Donc, des fois, il y a deux avis qui peuvent être donnés qui sont de force argumentative équivalente. Et donc, c'est difficile de trancher. Et ça arrive aussi plusieurs fois dans les écoles. Ensuite, il y a le qawl al-shadh. Donc, il est à l'opposé de l'mashhour et désigne un avis isolé, quand bien même il émanerait d'une autorité de l'école, tant qu'il ne reçoit pas l'acceptation des autres référents qui n'est pas soutenu par un texte scripturaire. Voilà. Exactement. Donc là, ici, tu as l'avis qui est isolé. Isolé ne veut pas forcément dire sans argument, sans preuve. Et il peut recevoir l'acceptation des savants. S'il est argumenté, s'il est comment dire, fondé, les savants peuvent dire, bon, bah, cet avis-là, on l'accepte. Ça ne sera pas forcément avec lui qu'on va faire de manière générale la fatwa, mais dans des cas où ça le nécessite, on peut l'utiliser. Et puis cet avis-là, avec le temps, bah, il peut changer de statut aussi. C'est pas figé. Et là, il y a Jack Berg qui précise que c'est très important, le juriste n'est pas astreint à l'opinion dominante. Non, c'est vrai ? Non, arrête. Le A'mal lui donne donc la possibilité d'appliquer un dir isolé, qawl al-shadh, qui tient compte du contexte, au cas le père qui s'adapte au contexte, il répond à des besoins humains. On n'est pas en train de parler des autres. Il est insupportable, Jacques Berg. C'est vraiment insupportable. Al-qawl al-da'if. Ensuite, ça c'est vraiment le merdique et qui n'est pas voilà. Qui n'est pas soutenu par un argument dalil. Donc, c'est da'if, en général, on va liquider, on va pas le prendre en compte. Voilà, lui, par contre, celui-ci, typiquement, bah, s'il est chèvre et da'if, c'est cuit. Mais s'il est chèvre en étant avec une force probante, comment dire, présente et fondée, etc., bon, bah, tu peux le prendre en compte. Pas de problème. T'aimes pas Jack Berg, William? Non, mais j'ironise parce que ceux qui lisent ça et qui nous entendent et qui nous disent ouais, il raconte n'importe quoi et qui lisent Jacques Berg qui confirme exactement ce qu'on est en train de dire,
ils doivent se dire, non, alors celui-ci, je ne le supporte pas. Mais non, je rigole, je plaisante. Je rigole. Non, bien sûr. J'ai rien du tout contre Jacques Berck. Donc, le PDF, je vous mettrai